Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons ici parler de quoi? De torseur dans cet exercice. On prend un T de deux torseurs dont les axes centraux sont delta 1 et delta 2 respectivement. Et deux vecteurs respectifs R1 et R2. On demande de montrer ici que les axes centraux delta 1 et delta 2 sont perpendiculaires si et seulement si les vecteurs, si seulement si R1 scalaire R2 est égal à 0 et que le comoment des deux torseurs T1 T2 est nul. Voilà. Donc ici, l'énoncé prend quoi? L'énoncé prend T1, un torseur, deux vecteurs quoi? Deux vecteurs R1 et d'axe central quoi? Delta 1. Son autre torseur T2, son vecteur c'est R2 et son axe central c'est quoi? C'est delta 2. On demande ici de montrer que delta 1 et delta 2 sont perpendiculaires. Ce qu'on nous dit de montrer, c'est que delta 1 et delta 2 sont perpendiculaires. C'est seulement si quoi? Si et seulement si R1 scalaire R2 est égal à 0. Et quoi? Donc ça, c'est la première relation. Et ensuite, que le comoment des deux torseurs, T1, T2 aussi est nul. Voilà. Donc, en gros, cet exercice va nous donner une proposition qui parle de perpendicularité d'axe central et que nous allons investir dans d'autres exercices plus tard. Voilà, nous allons l'investir, par exemple, dans d'autres exercices d'examen, vous verrez. En tout cas, vous devez retenir cette propriété d'ailleurs que nous allons là démontrer. Prenez-la comme une propriété du cours, voilà, comme une propriété comme les autres à connaître, qui dit que deux axes centraux de deux torseurs sont orthogonaux, non sont perpendiculaires, si et seulement si les vecteurs R1 et R2 sont orthogonaux et que le comoment de T1 T2 est nul. Voilà. Donc, comme c'est une équivalence, on va supposer d'abord que delta 1 et delta 2 sont perpendiculaires et démontrer ceci. Et après, on fait aussi l'inverse. Voilà. Donc, on commence par la première partie. Supposons que delta 1 et delta 2 sont perpendiculaires. Voilà. Donc, supposons que delta 1 et delta 2 sont perpendiculaires. Voilà. Et delta 2 sont perpendiculaires. Là, on se pose la question, quand est-ce que deux droites sont perpendiculaires? Que veut dire que delta 1 et delta 2 sont perpendiculaires? Il ne faut pas confondre la notion d'orthogonalité et celle de perpendicularité. C'est deux notions différentes. Ici, quand on parle de delta 1 et delta 2 sont perpendiculaires, c'est que tout d'abord, delta 1 et delta 2 sont dans le même plan. Delta 1 et delta 2 sont dans le même plan. Et ces deux droites-là, voilà, sont orthogonales. C'est ça la notion de perpendicularité. Donc, comme par exemple ceci, comme si j'ai deux droites, voilà, l'une comme ça et l'autre comme ça, comme une croix en fait. On va dire que ces deux droites-là sont comment? Sont perpendiculaires. Alors, lorsqu'elles sont séquentes, il y a un point d'intersection. Elles sont séquentes et elles forment un angle droit. Ça, c'est la notion de perpendicularité. C'est une perpendiculaire. C'est deux droites perpendiculaires, ça. Par contre, au niveau de l'orthogonalité, les droites ne sont pas forcément dans le même plan. C'est-à-dire les droites ne se coupent pas forcément. C'est-à-dire il y a peut-être une droite ici, ok, et il y a une autre ici. Là, il faut voir le dessin plus dans l'espace. Hein. Regardez le dessin dans l'espace. Bon, pour mieux voir la chose, je vais dessiner un cube pour bien faire comprendre ce que je veux dire. Vous voyez les deux droites que j'ai prolongées. Voilà. Donc, le cube est vu dans l'espace. Hein. Donc, quand vous prenez delta 1 comme ceci, voilà, si vous prenez delta 1 ici et de l'autre côté delta 2, ces deux droites ne se coupent pas. On est d'accord? Là, il y a la droite delta 1 ici qui est au niveau de cette arête du cube et cette droite delta 2 qui est ici. Voyez, il faut, vous pouvez en fait
avoir un cube à côté de vous. Vous prenez votre cube magique, je ne sais pas. Vous allez voir que quand vous prenez cette droite-là et celle-ci, elles ne se coupent pas, mais elles sont orthogonales, c'est-à-dire leurs directions sont orthogonales, quoi. Voilà, elles sont orthogonales. Mais c'est parce que les droites ne sont pas dans le même plan. Vous voyez? Là, voilà, elles sont juste orthogonales. On va dire que ces droites sont orthogonales. Vous voyez, là, je demande orthogonalité, perpendicularisé. Deux droites perpendiculaires sont deux droites orthogonales qui se coupent. Voilà, ce sont deux droites orthogonales qui se coupent. L'orthogonalité, c'est par rapport au vecteur, c'est-à-dire le vecteur directeur de celui-là, qui est R1. Nous savons que θ1, c'est la centrale du torseur T1. Et nous avons appris dans le cours que la centrale d'un torseur est dirigée par le vecteur du torseur. Donc, θ1, son vecteur directeur, c'est R1. OK? Et celui-là, son vecteur directeur, c'est quoi? C'est R2. Donc, le fait de dire que θ1 et θ2 sont orthogonaux, ça veut juste dire que R1 est orthogonal à R2. C'est-à-dire que R1 scalaire R2 est égal à 0. Mais quand on parle de perpendicularisé, il faut aussi que voilà, il y ait un point d'intersection. C'est-à-dire que les deux droites doivent se trouver dans le même plan. Voilà. Donc, revenons ici alors. Donc, comme on a supposé que θ1 et θ2 sont perpendiculaires, d'abord, je vais dire que alors R1 et R2 sont orthogonaux. Je vais dire ça là d'abord. Donc, au niveau de notre premier point, c'est ce que nous allons dire. Donc, je rappelle que comme R1 dirige θ1, R1 dirige Δ1 et que R2 dirige Δ2, alors on peut dire que R1 est orthogonal à R2 parce que les droites sont orthogonaux. Et donc, R1 scalaire R2 est égal à quoi? Est égal à 0. Ça, c'est la première partie. Maintenant, au niveau de la deuxième partie, parce que ce qu'on veut démontrer, c'est que R1 scalaire R2 donne 0 et aussi que quoi? Le cours au moins est nul. Voilà. Donc, je vais aussi dire que du fait que les droites sont perpendiculaires, comme je vous l'explique, c'est qu'il y a un point d'intersection. Voilà. Donc, de plus, il y a un point d'intersection à Δ1, Δ2, que je vais appeler peut-être le point A. De plus, je vais dire qu'il existe un point A qui appartient à la fois à Δ1 et à Δ2. Donc, il y a un point A qui est dans l'intersection de Δ1 et Δ2. Un point A qui est sur Δ1 et un point A qui est sur Δ2. Donc, comme on l'a appris, que le point A, comme A est sur Δ1, ok, comme le point A est sur Δ1, on peut donc dire que quoi? Par définition de la centrale, Δ1 c'est la centrale de T1. Donc, le fait qu'un point soit sur son axe central fait dire que le mouvement en ce point est collinéaire au vecteur R1 par définition. C'est pour ça que je vous disais de retenir bien vos définitions. Ceux qui veulent faire de la mécanique, de la cinématique solide sans connaître leur définition, d'ailleurs, même on ne fait pas les maths sans connaître les définitions. Donc, je dis que comme le point A est sur Δ1, je vais dire que voilà, T de quoi? T1 de A est comment? Est tout simplement collinéaire à R1. Est collinéaire à R1. Donc, de ce fait, je pourrais dire qu'il existe un réel, je vais appeler K1 dans R, tel que T1 de A soit égal à quoi? K1 fois quoi? Fois R1. On va faire la même chose pour A2. OK? Pour Δ2. Comme A appartient aussi à Δ2, on peut dire la même chose. Qu'il existe un réel que je vais appeler K2, dont l'ensemble est réel, tel que quoi? T2 de A égale à K2 fois quoi? Fois R2. Voilà. On fait la même chose là-bas. Maintenant, mon objectif, ne l'oublions pas, c'est de calculer le court moment. Et je vous disais que le court moment est un invariant qui caractérise le torseur. Je vais calculer le court moment avec le point A. On va calculer le court moment avec le point A. Et le court moment de T1, T2, calculé en utilisant le point A, donne quoi? Par définition, c'est T1 de A scalaire R2 plus quoi? T2 de A scalaire quoi? Scalaire R1. Or, vous savez que T1 de A, ça fait quoi? K1 R1. Donc, je mets ici K1 R1 scalaire R2 plus pour T2 de A, c'est K de R2. Je mets K de R2 scalaire quoi? R1. Voyez-vous? Donc, arrivé ici, je vais écrire que ça fait K1 plus K2 le tout multiplié par quoi? Ça veut dire que le produit scalaire est
symétriques. Donc, R1 scalaire R2 et R2 scalaire R1, c'est la même chose. Or, je vous avais déjà dit quoi? Que R1 scalaire R2 est comment? Est égal à 0 au niveau de la première relation. Donc, si vous vous en servez, si vous voyez que le court moment sera nul, c'est bon? Donc, on a notre deuxième relation. On vient de montrer donc le court moment de T1, T2 est nul. Voilà. Donc, on conclut bien que on a bien R1 scalaire R2 qui donne 0, obtenu premièrement, et ensuite que le court moment des deux torseurs T1 et T2 aussi est tout simplement nul. Voyez-vous? Maintenant, il reste la deuxième partie donc, de l'implication. Il faut supposer que R1 scalaire R2 donne 0 et que le court moment est nul pour pouvoir démontrer que les droites en question sont perpendiculaires. Donc, cette fois-ci, supposons que R1 scalaire R2 donne 0 est égal à 0 et le court moment de T1, T2 est égal à 0. D'emblée, nous allons dire que R1 scalaire R2 est égal à 0. OK? Donc, R1 est orthogonal à quoi? R1 et R2 sont orthogonaux. Hein? Sont des vecteurs qui sont orthogonaux. Ça, on le sait. Voilà. Maintenant, je sais que delta 1 est dirigé par R1 et que delta 2 est dirigé par R2. OK? On va le dire comme delta 1, delta I est dirigé par RI, est dirigé par RI, I variant de 1 à 2 à 2. Alors, on peut dire que quoi? Quand delta 1 est dirigé par R1, delta 2 est dirigé par R2. Et nous savons que les deux vecteurs R1 et R2 sont orthogonaux. Alors, je peux dire que delta 1 et delta 2 aussi le sont. Delta 1 et delta 2 sont orthogonaux. Et comme je vous le disais, l'orthogonalité ne veut pas dire perpendicularité. Bon, il reste à montrer que ces deux droites sont dans le même plan. Quand on parle de deux droites perpendiculaires, c'est que les deux droites sont dans le même plan, par exemple dans le plan de votre feuille, et qu'elles se croisent comme une croix. Vous voyez, elles se croisent comme une croix. Mais quand elles sont plutôt orthogonales, pas forcément perpendiculaires, la notion générale d'orthogonalité, c'est que les deux droites sont dans des plans a priori différents, voilà, mais qui ont des directions orthogonales. Quoi. Alors, vous avez à peu près l'idée. Je vous ai montré ça avec un cube. Donc, l'orthogonalité ne veut pas forcément dire perpendicularité. Si les deux droites sont orthogonaux et que vous savez en plus de cela que ces deux droites sont dans le même plan, ces deux droites sont coplanaires, alors dans ce cas, vous pouvez dire que ces deux droites sont perpendiculaires. Donc, c'est ce qui nous manque à montrer ici. Voilà. Donc, pour démontrer que ces droites sont dans le même plan, je vais me servir du fait que le court moment est nul. Je vais me servir du fait que le court moment de T1, T2 est nul. Voilà. On va me servir de ça, du court moment de T1, T2. Donc, j'écris. Je vais prendre un point sur delta 1 et un autre point sur delta 2. Je vais les appeler respectivement A1 et A2. Donc, soit A1, un point appartenant à l'axe central du torseur T1. Et A2, un point appartenant à l'axe central du torseur T2. Je vais donc évaluer le co-moment de T1, T2. OK? À partir de A1 ou de A2. Tout d'abord, sachant qu'il y a une relation entre T1 de A1 et T1 de A2 avec la loi du transfert des moments. C'est-à-dire, si je prends par exemple T1 de A1 avec la loi du transfert des moments, vous savez que ça fait quoi? T1 de A2 plus quoi? Donc, le vecteur de T1, c'est R1. Vectoriel quoi? A2, A1. Voilà. Donc, vous voyez que ceux qui ont retenu la formule, ils ont bûché une quelconque formule, ils auront du mal à écrire des trucs de ce genre. T1 de A1, ça va être T1 de A2 plus le vecteur de T1 qui est un vectoriel A de A1. Voilà. Donc, je sais ça. Maintenant, je sais que le court moment est nul. Hein. Je sais que le court moment, voilà, on a le court moment de T1, T2 est égal à 0. C'est ce qu'on a supposé quand même.
Maintenant, le courbement, je vais le calculer avec, A1. Ok? Je vais donc dire à partir de là que T1 de A1, ok, scalaire l'autre vecteur de R2, plus maintenant T2 de A1, scalaire quoi? R1 est égal à 0. Ça, c'est le courbement calculé avec le point A1. Vous voyez bien, c'est calculé avec le point A1. Maintenant, je vais remplacer l'expression de T1 de A1 dont j'ai parlé tout de suite. T1 de A1 là. Ça qui est T1 de A2 plus R1 vectoriel de A1. Je vais remplacer ça dedans. Donc, je remplace, je vais remplacer dedans. Donc, je vais écrire que T1 de A1, en fait, c'est donné par T1 de A2, T1 de A2, plus R1 vectoriel quoi? A2, A1, le tout, scalaire quoi? Scalaire R2. Maintenant, plus T2 de A1, scalaire A1 égale à quoi? Est égal à 0. Notez que j'avais pris quoi? A1, 1 point de delta 1 et A2, 1 point de delta 2. Ne l'oubliez pas. Donc, A1 est sur la centrale de quoi? De delta 1. Et A2 est sur l'axe central du delta 2. Ce qui veut dire que T1 de A1 est de la forme K1 R1. A1 appartient à delta 1, quoi. Voyez, non. A1 est sur l'axe central du torseur T1. Donc, on peut dire que il existe deux réels K1, K2. Donc, R est tel que T1 de A1 égale à quoi? K1 R1, d'une part. Et quant à T2, puisque A2 appartient à delta 2, alors je peux dire aussi que T2 de A2, ça fait quoi? K2 fois quoi? Fois R2. Parce que je vais me servir de cette relation. Je vais remplacer T1 de A1 par K1 R1 et T2 de A2 par quoi? K de R2. T1 de A1 et T2 de A2. Donc ici, c'est T1 de A2. Hein. Ça ne me concerne pas. Hein. Normalement, c'est T1 de A1 qu'il me faut. T1 de A1. Le A1 sur delta 1. Donc, n'allez pas écrire que T1 de A2. Ça fait quoi? Hein? R. Non, non, non. A2 n'est pas sur la centrale de T1. A2 n'est pas sur la centrale de T1. Non. Il est plutôt sur la centrale de T2. Donc, vous ne pouvez rien dire ici pour le moment. Donc, je vais conserver ça comme ça. Voilà. Donc, j'aurai alors quoi? En l'examinant bien, vous verrez que le fait on sait que T1 de A1, c'est T1 de A1 qu'on connaît. On ne connaît pas T2 de A1 quand vous examinez cette expression-là. T2 de A1, non. Ce qu'on connaît, c'est T1 de A1 et T2 de A2. Et T2 de A2. Voyez-nous. Donc, ce que nous allons faire, le courbement, on l'a calculé avec A1. Je vais le calculer avec A2. Bon, il serait mieux de le calculer avec A2. En tout cas, dans ce cas-ci, donc, je vais calculer le courbement avec A2. Calculer avec A2. OK? On le calculer avec A2. Nous aurons quoi? Nous aurons ici A2. Hein? Nous aurons T1 de A2. Bon, toujours la même chose. T1 de A2 scalaire R1. T1 de A2 scalaire R2. Plus quoi? Plus T2 de A2 scalaire quoi? R1. Donc, on prend T1, on prend l'autre vecteur. Donc, on prend T1, on prend le vecteur de T2. On prend T2, on prend le vecteur de T1. Donc, ne vous mélangez pas. J'ai calculé la chose avec A2. C'est pour ça qu'il faut bien maîtriser les définitions, sinon, bon, que ça ne risque pas de marcher pour vous. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est dans l'expression T2 de A2, là, on va exprimer T2 de A2 comme étant égal à T1 de A2, oui, T1 de A2. Donc, ici, dans cette relation, je vais chercher à trouver T1 de A2 plutôt. T1 de A2, dans la relation de transport des moments, je vais chercher à estimer T1 de A2. OK, en fonction de T1 de A1. Donc, si on prend T1 de A2, ça serait égal à quoi? T1 de A2 s'exprime à partir de T1 de A1. D'accord. Notez bien que le courbement se calcule avec un point. Hein. Par exemple, j'ai calculé avec A2 ici. Donc, vous voyez que les points
le seul point qu'il y a dans l'expression, c'est quoi? C'est A2. OK? Vous ne devez pas faire un mélange de points, c'est-à-dire, vous mettez par exemple A2 ici et A1 de l'autre côté. Là, ça ne serait pas correct. Donc, du coup, moi, je calcule, soit vous prenez A2 pour calculer, soit vous prenez A1, à vous de voir. OK? Quelqu'un d'autre peut le faire avec A2, quelqu'un d'autre peut le faire avec A1. Bon, j'ai décidé de le faire avec A2. Avec A1 aussi, ça va marcher. OK, ça va marcher. Il n'y a pas de problème. Donc, je calcule avec A2. Maintenant, je dis que dans les deux expressions, T1 de A2 et T2 de A2, celle que je connais, c'est T2 de A2. Vous voyez, non? Je connais bien T2 de A2. C'est lui qui est égal à quoi? K de R2. Je connais aussi T1 de A1. Mais T1 de A1 n'apparaît pas encore. Donc, il faut que vous compreniez bien la logique de mon développement. OK? Il faut que vous compreniez bien cette logique. Sinon, vous risquez de vous mélanger les pédales ici. Voilà, donc, ce que je vais faire, je vais laisser tranquille T2 de A2. Puisque je le connais. C'est connu, quoi. T2 de A2 est bien connu. Mais T1 de A2 là, je vais le chercher. Avec la loi du transport des moments. C'est-à-dire T1 de A2, T1 de A2, je peux le ramener à T1 de A1 avec cette relation, le transport des moments. T1 de A2 est égal à T1 de A1 plus quoi? Le vecteur R1 vectoriel A1 A2, vous voyez, non? Voilà, donc essayez de réfléchir comme ça. Quelqu'un d'autre pouvait travailler certes avec A1. Celui qui travaille avec A1 écrirait que T1 de quoi? T1 de A1. Scalaire, le vecteur de T2, donc R2. Maintenant, plus T2 de A1. Scalaire quoi? Le vecteur de R1 est égal à quoi? 0. Et donc, lui, il verra que il connaît bien T1 de A1. C'est ce qu'il va avoir. Il verra que il connaît bien T1 de A1. Parce que T1 de A1, c'est K1 R1. Donc, il va dire que celui-là est comment? Est connu pour lui. Et ce qu'il va chercher, c'est quoi? C'est T2 de A1. Avec la loi du transfert des moments. Donc, il va chercher. Donc, au lieu de chercher T1 de A2 tel que je l'ai écrit ici. Tel que je l'ai écrit ici. Il cherchera plutôt quoi? T2 de A1. Avec la loi du transfert des moments. Les deux, ça marche bien. Donc, essayez bien de méditer sur cette partie-là. Donc, voilà. Je dis que je connais bien T2 de A2. Bah, parce que T2 de A2, c'est K de R2. Donc, ce qui me reste à chercher, c'est T1 de A2. Voilà. Donc, vous l'aurez compris. Ce qui fait que dans cette relation, je vais donc remplacer T1 de A2 avec l'expression, avec la loi du transfert des moments. T1 de A2, c'est que ça se ramène en A1. T1 de A1 plus quoi? Le vecteur de T1, c'est R1. Donc, vectoriel quoi? A1, A2. Ça, on le sait. Donc, on fait scalaire quoi? Scalaire R2. T de A2, T2 de A2, je le disais, ça fait quoi? K de R2. Donc, vous voyez que j'ai K2 ici, K de R2, scalaire R1 ici. On est d'accord. Égal à 0. Donc, vous savez que T1 de A1, ça fait quoi? Ça fait K1 R1, n'est-ce pas? Donc, quand vous développez, vous voyez que vous aurez K1 R1 scalaire R2. Ici aussi, K2 R1 scalaire R2, bien R2 scalaire R1. Vous pouvez faire une mise en facteur par R1 scalaire R2. On dit que vous savez K1 plus K2. Le tout fois quoi? R1 scalaire quoi? R2. Et il va nous rester quoi? Il va juste nous rester la partie là. R1 vectoriel quoi? A1, A2. Le tout scalaire quoi? R2. Ceci donne alors combien? 0. Donc, alors que nous savons déjà que R1 scalaire R2 est égal à 0, par hypothèse, hein, on a supposé que R1 scalaire R2 est égal à quoi? 0. Ok? Donc, ici c'est nul. Vous verrez que vous avez donc R1 vectoriel A1, A2. Le tout scalaire R2 qui est égal à combien? Est égal à 0. On dit, notons que le produit, ça c'est un produit mixte. Le fait que le produit mixte soit nul permet d'écrire que le déterminant des trois vecteurs R1, A1, A2 et R2 est nul. Quand le déterminant des trois vecteurs est nul, on dit que les trois vecteurs là sont liés. Quand le déterminant d'un système de vecteurs est nul, on dit que le système de vecteurs est lié. Vous voyez, je vais donc dire que R1, A1, A2, R2 sont liés, c'est-à-dire qu'ils sont coplanaires. On va dire qu'ils sont dans le même plan. Alors, comme le déterminant est nul, on dit que R1, R2 et A1, A2 sont comment? Sont tout simplement coplanaires, c'est-à-dire dans le même plan. Notons que R1,
C'est comme nous sommes dans une situation, disons, comme celle-ci. Voilà. Ou quand je prenais delta 1, delta 2, c'est comme si vous avez pris un point. Imaginez qu'il y a un point ici. Hein. Il y a un point ici que j'appelle A1. Il y a un autre point ici que j'appelle A2. Vous voyez que visuellement déjà, dans ce cas-ci, les droites A1, A2, delta 1 et delta 2 ne sont pas dans le même plan. Hein. Vous voyez, la droite delta 1 est disons dans ce plan. Delta 1 est dans ce plan. Voilà. Alors que delta 2 est dans le plan, à peu près dans ce plan-ci. Ok. A1, A2 est peut-être dans un plan un peu plus haut. Hein. Il est dans un plan un peu plus haut. Bon, bref, ils ne sont pas dans le même plan, quoi. Je veux vous dire que dans le cas où delta 1, delta 2 ne sont pas perpendiculaires, les droites delta 1, delta 2 et A1, A2 ne pourraient jamais être coplanaires. Mais imaginez, prenons ce cas-ci. Si on est dans ce cas et qu'on prend A1 ici, on prend A2 ici. Voilà, ok. Donc, et on a les droites delta 1, delta 2. Vous voyez que la droite delta 1, la droite delta 2 et la droite A1, A2 sont dans le même plan. Vous voyez ça? On va donc dire que nous sommes dans ce cas-ci. C'est-à-dire, comme j'ai R1, R2 et A1, A2 sont coplanaires, cela permet de dire que delta 1, delta 2 sont dans le même plan, quoi. Parce qu'ils ne peuvent pas ne pas être dans le même plan. Ce n'est pas possible. Nous donc R1 est dirigé par delta 1. Delta 1 est dirigé par R1, delta 2 est dirigé par R2. Voilà. A1 appartient à delta 1, A2 appartient à delta 2. Donc le fait que ces trois vecteurs soient coplanaires me permet de dire que delta 1 et delta 2 sont aussi coplanaires. Donc delta 1 et delta 2 sont coplanaires. Voilà. Et comme delta 1 et delta 2 sont coplanaires, alors qu'on avait dit que ils sont aussi orthogonaux. Voilà. C'est-à-dire, on vient de dire que delta 1 et delta 2 sont coplanaires. On avait aussi dit que voilà, delta 1 et delta 2 sont aussi orthogonaux. On l'avait démontré. Donc, les deux permettent de dire que delta 1 et delta 2 sont perpendiculaires. Alors, on peut conclure que delta 1 et delta 2 sont tout simplement perpendiculaires. Voilà. La preuve, elle est donc faite. La preuve, elle est donc faite dans les deux sens. On vient donc de démontrer notre fameuse équivalence. Nous retenons donc que quand vous avez deux torseurs T1, T2, voilà, leurs axes centraux sont perpendiculaires, c'est seulement si leurs vecteurs sont orthogonaux et que le commun moment des deux torseurs est nul. Voilà. Donc, c'est une propriété dont nous allons nous servir dans d'autres exercices. Si on veut devenir le meilleur dans son domaine, il n'est pas question de s'amuser. Oh, mais attends un peu, je ne comprends pas très bien. Si tu ne joues pas au football pour t'amuser, pourquoi est-ce que tu le fais? Pour la gloire. Et pour devenir un grand champion mondialement reconnu plus tard. Le meilleur footballeur de tous les temps. Il n'y a pas d'amusement là-dedans. Le monde moderne a des lois très strictes. Si on veut être le meilleur, il faut y consacrer tout son temps et toute sa volonté. Ou bien alors on s'amuse et on reste au second plan. C'est une question de choix personnel.